à tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, car j'ouvrirai dans une quinzaine de minutes une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. Et on fait également confiance à Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le retrouvera en fin d'atelier. Un atelier sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors nous parlerons ici non pas des bâtiments de logement, comme cela a été évoqué en plénière ce matin, mais des bâtiments tertiaires, notamment publics, comme les écoles, les hôpitaux, les universités et autres salles polyvalentes. Et pour en parler, nous sommes en duplex avec Monsieur Viau, maire de la ville de Grasse. Bonjour monsieur. Alors, il va se connecter dans un instant. Ah, je suis connecté, vous m'entendez? On vous entend. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, combien de mètres carrés de bâtiments sont concernés par la rénovation énergétique chez vous aujourd'hui? Écoutez, on a 33 000 mètres carrés de bâtiments scolaires, puisqu'on a voulu axer cette approche sur nos bâtiments scolaires qui étaient fortement énergivores et qui étaient très consommateurs d'énergie. D'accord. Et c'est une démarche que nous avons initiée maintenant il y a plus d'un an et demi et qui se traduit cette année. Et on est heureux de le faire parce qu'on a, voilà, on a des grands enjeux et des grands défis sur ce sujet. Et vous avez choisi les écoles justement après une visite, hein, c'est ça? Vous êtes allé visiter une école pendant les vacances scolaires? Oui, on a choisi de faire ça sur pas une seule école, mais sur l'ensemble de notre parc. On a 23 groupes scolaires à Grasse, on a 5500 enfants scolarisés. Et effectivement, lors d'une visite, on s'est rendu compte qu'on était clairement à côté de la plaque, avec des écoles qui étaient au niveau des fermetures, des huisseries, des méthodes de chauffage qui étaient complètement d'un autre temps. Et on s'est dit qu'on pouvait avoir une approche complètement différente, que la collectivité devait donner l'exemple. On a souvent des discours de personnalités politiques qui parlent de la transition ou qui parlent des économies d'énergie. Je pense qu'il est de notre devoir de l'incarner et de montrer l'exemple en la matière en nous appliquant à nous-mêmes ce que nous proposons pour la société en général. Effectivement, et nous y reviendrons sur tous ces sujets. Nous sommes également avec Hubert Briand. Bonjour Hubert, vous êtes responsable pôle efficacité énergétique des bâtiments à la Banque des Territoires. Bonjour. Alors pourquoi il faut être efficace? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça ne peut pas attendre? Pour illustrer mon propos, j'utiliserai deux termes qui tournent autour de la notion de coût. C'est le coût de l'inaction. En fait, le coût de l'inaction, c'est si on ne fait rien, en fait, ça coûte de plus en plus cher, on consomme de plus en plus, donc ça coûte de plus en plus cher et en plus, on obère nos capacités d'investissement. Et la deuxième notion, c'est le coût global, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cycle de vie d'un bâtiment, 75% sur 40 ans correspondent à l'exploitation et à la maintenance des bâtiments, et donc par rapport à l'investissement. Et donc, il est très important que je dirais la collectivité, hein, si on parle de la collectivité, puisse associer à la fois les personnes qui s'occupent de l'investissement, qui préparent les plans pluriannuels d'investissement, et les gens qui s'occupent des frais de fonctionnement, notamment en matière d'énergie. Alors c'est un sujet quand même qui est aux multiples facettes. Hein. Ce n'est pas simplement un élément financier dont on parle. En 2018, vous aviez signé avec l'État une convention de rénovation des bâtiments publics qui était plutôt conséquente à l'époque, mais qui n'a pas trouvé preneur. Quels ont été les principaux freins selon vous? Alors les freins sont multiples, hein. Ils sont d'ordre sociologique, économique, financier, technique, juridique. Donc, le financement bancaire aussi. Voilà, la liste est très longue. On pourrait retenir quelques idées un peu forces. D'une part, c'est un sujet assez technique, hein, donc ce n'est pas évident pour un maître d'ouvrage de bien associer cet aspect technique aux aspects financiers, aux aspects politiques. Ça, c'est un sujet important. C'est quelque chose qui ne se valorise pas tant que ça vis-à-vis des administrés. Pour un élu, enfin, le maire de Grasse pourra en témoigner,
Inaugurer une chaudière, c'est quand même moins sexy que d'inaugurer un bâtiment neuf. Donc la rénovation n'est pas évidente sur le plan des priorités. Aussi. Voilà, et moins visible qu'une piste cyclable ou autre. Ouais. Ça, c'est un point important et je dirais la partie investissement, en plus, est comptabilisée dans un autre endroit, dans la comptabilité publique, que le fonctionnement. Du coup, cette notion de coût global est difficilement appréhendable par la collectivité. Alors, on comprend bien qu'il faut coordonner ces efforts, vos efforts, et c'est justement ce que vous proposez à la Banque des Territoires. Monsieur Viaud, comment ça s'est passé chez vous? Quel a été le point de départ de votre politique d'efficacité énergétique? Le point de départ, ça a été d'abord un diagnostic de nos bâtiments qui se prêtait à une vraie remise en question. Ensuite, ça a été une recherche d'économie. Si on se parle franchement et froidement, c'est en améliorant nos bâtiments, on va améliorer aussi leur fonctionnement en termes de coûts et de confort. Et puis, ça a été aussi les équipes qui ont constitué à ça, nouvelles, que nous nous sommes dotés dans la collectivité. Je pense à Karine Giovinazzo, je pense aux personnes qui ont amené leur regard sur ces sujets dans notre collectivité. Je pense que c'est important pour les collectivités, et si je peux être le témoin de ça, c'est important de bien s'entourer de personnes qui ont à la fois une conscience de ces questions d'environnement, d'incrémentation de ce que l'on fait dans l'environnement, et une notion aussi de gestionnaire. Et le juste équilibre en ça et les équipes qui vont porter ça nous permettent de traduire un plan d'action politique. Et même si c'est moins sexy d'inaugurer une chaudière qu'un bâtiment neuf, voilà, c'est vrai, je crois que ça a aussi son importance. C'est vrai que c'est moins facile à expliquer, ou c'est moins, comment dire, visuel en termes de communication. Pour autant, ce sont des questions de fond qui permettent à un territoire demain d'être plus attractif. Et ce sont vraiment tous ces enjeux qu'il faut prendre en compte. Alors, qu'avez-vous fait, vous, à Grasse? Alors, à Grasse, d'abord, on a fait ce diagnostic. On a travaillé avec la Banque des Territoires et je suis heureux aujourd'hui de les mettre en lumière parce qu'ils nous ont apporté aussi la quadrature du cercle sur la question financière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu inscrire dans un plan pluriannuel d'investissement la requalification de nos 23 groupes scolaires. Voilà, ça a été, je me souviens quand j'en ai parlé au directeur des affaires financières, il est tombé de sa chaise en disant mais c'est pas du tout dans nos priorités, c'est pas du tout prévu. Et pour autant, on s'est assigné cet objectif sans dégrader notre situation financière, voire en l'améliorant. C'est un peu l'objectif de ce que l'on a fait avec la Banque des Territoires et je les en remercie. Et vous avez répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui vous a permis de lancer justement ce projet? Tout à fait. On a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. On a postulé, on a été retenu, on a croisé aussi les financements et l'approche avec un regard de l'État, avec la sensibilisation du département, de la région, de l'ADEME, de la Banque des Territoires. Et tout ça conjugué nous a permis d'avoir une vraie ambition pour nos groupes scolaires qui étaient jusqu'alors dans un état où ça n'avait pas été du tout pris en compte sur aucun des sujets. Ouais. Et ça va se faire en plusieurs temps, hein. C'est ce que vous nous expliquez. Il y a un premier temps qui est finalement pallié au plus urgent, et puis une deuxième phase à horizon peut-être un peu plus long terme, 2022, pour une rénovation plus ambitieuse. Tout à fait. On a plusieurs temps dans les thématiques qui sont approchées et aussi les bâtiments. On ne peut pas faire tout d'un coup d'un seul et on s'est donné des étapes différentes qui nous permettent d'échelonner ces sujets dans la mandature et à la fois dans le sujet abordé mais aussi l'école en question. Il y aura des temps différents qui sont planifiés dans un plan pluriannuel d'investissement. Et si vous le voulez, les personnes qui nous suivent, moi je peux vous inviter à venir visiter Grasse. Je fais un peu le commercial. Avec plaisir.
Et ça me ferait plaisir de vous recevoir d'ailleurs, et de venir visiter Grasse et de voir ça, de faire peut-être un suivi de ces chantiers, un suivi de ces temps et l'explication, parce que ça peut être aussi une opération un peu témoin à Grasse, si on peut le modéliser, le montrer aussi sur le plan national et montrer quel a été l'intérêt. Je crois que ça peut faire école dans beaucoup d'autres communes, dans beaucoup d'autres territoires. En tout cas, je serais heureux étape par étape, de montrer les avancées qui sont les nôtres. Et si ça peut servir à d'autres collègues, j'en serais très fier. Exactement, je crois qu'effectivement, votre ville est un exemple. Et vous avez d'ailleurs utilisé l'Intracting dans la première phase pour agir assez rapidement. L'Intracting, c'est une offre made in Banque de France, Banque des Territoires, n'importe quoi. En quelques mots, Hubert, dites-nous de quoi il s'agit. Alors, Intracting, en fait, c'est une contraction de 2 mots anglais, mais utilisés par les Allemands, qui ont créé ça à Stuttgart dans les années 90. Donc, c'est la contraction des 2 mots internal contracting. Ouais. C'est un contrat interne au sein de la collectivité qui permet en fait quelque chose qui n'est pas intuitif, c'est-à-dire que des non-dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les économies que l'on fait en fonctionnement, permettent de financer des dépenses d'investissement. C'est la fameuse notion de coût global de tout à l'heure. C'est là où on se parle en fait, où les services vont se parler entre eux. L'idée en fait, c'est qu'on fait un bouquet de travaux qui permettent de générer des économies. Ces économies sont individualisées en comptabilité analytique et ces économies permettent de rembourser l'investissement qui est fait par le maître d'ouvrage. Ça peut être une université, un hôpital et bien sûr une collectivité. Donc voilà, donc c'est ça l'Intracting. Et nous, Banque des Territoires, nous apportons une avance remboursable sur la durée, qui est en l'occurrence de 13 ans maximum. Et en fait, les économies non seulement remboursent l'avance de la Banque des Territoires, mais également l'autofinancement de la collectivité. Et l'idée, c'est que le surplus continue à refinancer de nouvelles actions de performance énergétique. Alors justement, Monsieur Viau, pourquoi avoir choisi l'Intracting ? Alors, j'ai choisi l'Intracting pour différentes raisons. D'abord parce que pour nous, ça a été avantageux. Donc, on va dire que si on sort de la question idéologique de dire que c'est bien d'améliorer notre empreinte dans les questions environnementales et si on sort de cette question-là, si on raisonne froidement sur l'intérêt financier de la ville, c'est avantageux. Et je remercie la Banque des Territoires parce que, en faisant ça, grosso modo, nous, c'est un Intracting de 700 000 € qui a été contracté au niveau de la ville. Et cette démarche, elle va améliorer ma situation financière en me générant des économies de 65 000 € par an. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est que si je n'avais rien fait, et si nous étions restés dans une situation en disant qu'il y a cette fatalité de rester comme ça et de garder nos bâtiments dans cet état. Le fameux scénario de l'inaction. Voilà, ce qui peut arriver des fois. Il y a des personnes qui disent c'est compliqué, c'est pas prévu au budget prévisionnel. Voilà. Si on n'avait rien fait, on aurait eu des charges supplémentaires qui se seraient appliquées sur nous mécaniquement, si je peux dire, par une dégradation de l'outil, par une augmentation des charges et une augmentation des charges d'entretien que l'on aurait eu pour faire face à ces situations. Et donc, on aurait été doublement pénalisé, une fois pénalisé par le fait d'avoir un outil vétuste et une fois pénalisé par un manque, pas de rentabilité, mais un manque d'efficacité de notre outil de production, si on parle comme un chef d'entreprise. Et je crois qu'on doit l'être quand on est maire d'une commune. Tout à fait. Alors justement, que recommanderiez-vous à vos pairs qui vous écoutent ? Alors, à mes pairs, c'est-à-dire à mes collègues maires ou... Oui, aux autres maires, aux autres élus, aux collectivités. Oui, alors moi je leur recommanderais de s'intéresser à ces sujets. Je sais que beaucoup, on en parle à l'AMF, on en parle sur le plan national. On parle beaucoup de notions de transition. Je pense que, au-delà des questions d'évoquer ça dans des débats, dans des plénières, dans des tribunes, qu'on peut soi-même, à notre niveau, dans chacune de nos communes, dans les tailles respectives de chacune des communes, on peut avoir une part au changement.
Elle peut se faire par la politique publique communale et je crois que d'ailleurs elle se fera dans l'avenir, c'est mon sentiment profond, par les maires, par les territoires. Et voilà, si on attend que ce soit Paris ou des instances nationales qui changent tout, ça ne sera pas comme ça, je ne crois pas. Et ça se fera par les territoires, par le terrain, par les maires qui devront muter sur un certain nombre de choses. Je crois que ce qui nous est proposé par la Banque des territoires aujourd'hui à travers cet outil, c'est véritablement de nous donner des outils financiers qui mettent en possibilité ce changement. Pour nous, il est récent. Hein, on a, il y a 1 an et demi, 2 ans, évoqué ça. Aujourd'hui, il se met en œuvre. Et je crois qu'il sera vertueux et qu'il améliorera à la fois nos conditions financières, mais aussi, je le dis devant les maires parce qu'ils sont sensibles à ça, l'attractivité de nos écoles, par exemple. Si on veut que nos villes, elles attirent des jeunes actifs, des ménages, des enfants, des papas, des mamans, c'est bien d'avoir des écoles qui soient attractives, qui soient modernisées. Et c'est un cercle vertueux, je crois, qui va amener aussi des populations pour que les communes soient attractives. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci. En tout cas, je crois dans ça. Alors, il y a aussi un volet environnement qui est indéniable, puisque à travers toutes les actions que vous pouvez mener sur le terrain, à travers la rénovation des bâtiments, quelque part, vous vous inscrivez dans une politique un peu plus globale en faveur de l'environnement. Tout à fait. Alors, dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, donc moi j'ai l'honneur d'être maire de Grasse, mais aussi vice-président de ce département. Et une thématique que m'a confiée le président, c'est l'environnement. Et donc on a, au-delà effectivement de la question financière, on est cohérent aussi avec cette politique publique respectueuse de l'environnement. Donc on mène ces politiques publiques, on les développe et on les traduit parce que quand vous avez sur un territoire des bâtiments qui sont moins énergivores, ça permet d'être moins consommateur d'énergie, ça permet d'être en cohérence avec cette volonté d'économie, si je peux dire, d'énergie et plus respectueux de l'environnement. Et alors, quels sont les atouts, selon vous, pour y arriver? Comment on mène un projet comme celui-ci? Alors, les atouts pour y arriver, je le disais tout à l'heure, je pense que c'est d'avoir d'abord une ferme volonté de le faire. Ouais. Je crois que c'est important que l'élu qui porte, qui incarne ça, soit convaincu et qu'il y voit un intérêt. Je pense que la première des choses, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Ouais. Si c'est quelque chose qui est plaqué, qui sonne faux, ou les équipes s'évertuent à essayer de convaincre l'élu et n'y arrivent jamais parce qu'il y a toujours une raison. Il faut être engagé, en fait. Je crois qu'il faut être engagé. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'être bien entouré. Ouais. Je crois que c'est important de se doter dans ces équipes de personnes qui sont aguerries à ces sujets-là, qui aiment ces sujets-là et qui connaissent les fourches codines aussi. C'est important parce qu'on peut avoir des personnes qui ont des idéaux, qui ne connaissent pas les fourches codines pour faire avancer des dossiers techniques, à la fois dans les organes de décision, que ce soit de l'État, que ce soit du département, de la région, que ce soit de l'Europe, que ce soit de la Banque des territoires. Donc il faut avoir des équipes qui manient ça et qui arrivent à mettre ça en perspective pour que ça se concrétise. Parce que c'est bien d'avoir un élu volontaire. Si après on a juste des discours et que ça ne se traduit pas dans des actes, c'est aussi contre-productif. Donc il faut bien s'entourer. Moi j'ai la chance qu'on ait des équipes qui soient performantes. J'ai un directeur général des services techniques, Cédric Diaz, qui est très performant, qui est très méthodique. J'ai la chance d'avoir Karine Giovinazzo qui est devenue ce trait d'union et qui incarne ces notions-là et qui connaît parfaitement ces sujets, qui recherche l'équilibre entre l'aspect technique et l'aspect de réalisation. Et voilà, je crois que la clé de ce succès-là, c'est aussi d'être bien entouré des personnes qui matchent bien avec cette ambition. Et qui sont pluridisciplinaires, hein, c'est ce qu'on entend aussi à travers vos propos. Hubert, oui. Comment vous accompagnez ces collectivités? J'imagine que c'est de bout en bout. Oui, voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les collectivités qui, comme Grasse, sont engagées dans cette transition énergétique sur ce qu'on appelle un parcours, en définitive, à la fois
En matière d'ingénierie, c'est quel bouquet de travaux, quel type de travaux à faire, quelle programmation de travaux. Ensuite, le financement, donc soit avec les avances Intracting que j'évoquais tout à l'heure, ou des prêts à plus long terme que la Banque des Territoires offre également pour des rénovations plus importantes. Et puis ensuite, sur le suivi aussi des consommations, vérifier si les actions de performance énergétique ont bien porté leurs fruits. Donc on est en train de mettre au point un dispositif qui va permettre de suivre aussi ces consommations et qui seront à la disposition des collectivités. Jusqu'au bout. Et alors dans le plan de relance, c'est même devenu une priorité pour l'État. Oui, ça fait plusieurs années, comme vous le disiez tout à l'heure, on a signé une convention en 2018, on a beaucoup ramé, on peut dire, là-dessus, et heureusement le plan de relance a quand même apporté un coup de boost, si je puis dire, sur l'efficacité énergétique des bâtiments et la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit les logements ou le tertiaire. L'État a mis 4 milliards sur la table sur le plan de relance des bâtiments publics, bâtiments d'État ou bâtiments des collectivités, avec notamment une rallonge de la dotation de soutien à l'investissement local. Et nous avons amélioré notre offre et on l'a complétée puisqu'on a réduit fortement les taux sur les avances Intracting notamment, qui les rendent plus attractives. Et puis on lance actuellement un programme 1000 écoles dans les communes ACV, dont Grasse fait partie, puisque Grasse coche toutes les cases, on pourrait dire, et donc est vraiment très emblématique de nos actions, puisque là on va vraiment lancer les collectivités sur la rénovation des bâtiments éducatifs qui en ont bien besoin. Ça va nous permettre de passer à l'acte. Merci. On va maintenant passer à vos questions. Alors, quelqu'un vous dit bonjour, Hubert, et vous remercie pour cet atelier. Pouvez-vous nous dire ou redire, s'il vous plaît, à qui s'adresse l'Intracting? Est-ce que ce sont les collectivités, les hôpitaux, les universités? Et comment s'articule l'offre de la Banque des Territoires avec les aides de l'État? Donc l'Intracting, c'est vraiment dédié aux maîtres d'ouvrage publics hors État. Donc que ce soit les opérateurs de l'État, on pourrait dire, c'est-à-dire les universités et les hôpitaux. Nous avons un certain nombre d'expériences en la matière. Et les collectivités territoriales, avec, je dirais, un focus un peu particulier sur les bâtiments éducatifs, comme je disais tout à l'heure, de la maternelle à l'université, en cochant, je dirais, les communes, les départements, les régions et les universités. Et alors, comment s'articule l'offre avec les aides de l'État ? En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que dans le cadre du plan de relance, on a beaucoup insisté pour que nos financements soient bien articulés avec la partie financement subventionnel de l'État, donc ce que je disais, la DSIL, voire les certificats d'économie de l'énergie qui aussi apportent quand même, qui confortent quand même l'autofinancement des collectivités, ou des maîtres d'ouvrage publics en général. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment une articulation de bout en bout, que ce soit sur l'ingénierie, puisqu'il y a d'autres programmes d'ingénierie qui existent. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être en continuité avec des critères le plus possible identiques pour que les élus et les collectivités ne soient pas trop perdus dans tous ces dispositifs. Mais là, les directions régionales de la Banque des Territoires sont là pour expliquer tout ça. À votre service. Le programme Action Cœur de Ville a-t-il accéléré la mise en place du plan de rénovation à Grasse, monsieur le maire? Le programme Action Cœur de Ville. Oui, le programme Action Cœur de Ville a été très bénéfique parce qu'il a rassemblé un certain nombre de dispositifs dans un seul. Il a permis de la transversalité et il a permis d'accélérer cette rénovation énergétique pour un motif simple, c'est que 8 des 23 écoles de la ville sont dans le périmètre d'éligibilité Cœur de Ville. Donc ça a été un accélérateur pour nous. Et on a concentré les efforts premiers, si je peux dire, dans la critérisation et dans le calendrier sur ce secteur-là, Cœur de Ville, qui était pour nous prioritaire. Parce que comme beaucoup de villes moyennes, on souffre de ces situations de Cœur de Ville pour des villes intermédiaires de 50 000 habitants. Et ça a été un formidable accélérateur pour nous. Alors j'ai une autre question pour vous. Ces projets ont-ils eu un effet déclencheur pédagogique pour vos citoyens? Alors, je ne sais pas, je pense que ça met un petit peu de temps
pour que ça déclenche un certain nombre d'approches pédagogiques pour nos concitoyens. On a mené un certain nombre d'opérations, notamment aussi des diagnostics thermiques sur les toitures du centre-ville pour voir où il y avait de la déperdition de chaleur. Et on voit entre le moment où on mène une opération et le moment où ça déclenche un certain nombre de comportements de la part de nos concitoyens, il y a un temps peut-être pédagogique, un temps de l'assimilation de ça et comment le citoyen incarne ces sujets-là. Donc je ne peux pas dire que tout de suite ça a été un déclencheur immédiat. Je pense que ça va dans le bon sens. Moi, je vois un avantage quand même à s'intéresser aux écoles, c'est que finalement la pédagogie, elle va se faire aussi par les élèves. Tout à fait, vous avez raison. Et je pense que les enfants sont peut-être un des plus beaux vecteurs d'éducation des parents. Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais je le pense un peu. Je pense que les enfants on le voit sur d'autres opérations, mais ont une grande capacité de changement du comportement des parents. Et puis à terme, c'est des citoyens de demain qui, si on leur donne les bonnes fourches codines ou des bonnes clés de compréhension, ça va leur transmettre une approche d'éducation, tout simplement. Et ça va aller au-delà, évidemment, du simple périmètre de l'école. Hubert, est-ce possible, par exemple, pour des communes rurales qui souhaiteraient avoir une approche collective de ces sujets au niveau de leur intercommunalité, de s'associer pour traiter l'ensemble du territoire? En gros, peut-on mutualiser la démarche? Oui, alors on travaille beaucoup là-dessus avec un de nos partenaires, la Fédération des syndicats d'énergie, mais aussi avec l'Association des communautés de France, pour en fait voir comment les syndicats d'énergie et les EPCI peuvent mutualiser pour des communes qui n'ont pas, comme des villes moyennes ou des grosses villes, la capacité technique de mener à bien ces projets, comment mutualiser à la fois les études, le suivi des travaux et le financement de ces travaux. Donc on a fait passer un amendement d'ailleurs dans la loi énergie-climat qui permet ce dispositif. Ce rapprochement. Voilà, et on n'est pas loin d'expérimenter les premiers dossiers en France. Donc ça, je pense, c'est un élément important, notamment pour les communes qui n'ont pas les moyens, notamment techniques, de monter ces projets. Or, il y a 55 000 écoles en France et il y a 36 000 communes. Voilà, donc faites le calcul, il y a beaucoup d'écoles dans des communes rurales qui ont aussi besoin de rénovation. C'est sûr. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux types d'intervention, Intraction, je pense que c'est Intracting, et prêt? Oui, alors c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les études préalables doivent conditionner en fait la suite du film, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des petits travaux, des moyens travaux ou des gros travaux. Voilà, et en fait, l'idée, c'est vraiment que le maître d'ouvrage, la collectivité, décide de faire de simples travaux d'entretien, on pourrait dire, des travaux un peu plus importants d'efficacité énergétique. Donc là, les avancées Intracting sont là pour ça, avec des temps de retour de 13 ans maximum. Et ensuite, si par contre, il faut rénover de façon importante l'école, l'hôtel de ville ou la salle polyvalente, donc là, il y a des prêts banques des territoires de 15 à 40 ans qui sont adaptés à financer ce type de rénovation. Donc voilà l'articulation, on appelle ça dans notre jargon un continuum d'offres. L'idée, c'est que les collectivités ils aient, de la part de la Banque du Territoire, une offre assez large pour financer n'importe quel type de travaux, mais avec des conditions d'économie d'énergie qui sont à la clé quand même. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on recherche. Alors, dans le cadre de la rénovation des bâtiments, il peut être intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques. Quel regard portent les collectivités, donc ça s'adresse à vous, Monsieur Viaud, et la Banque des Territoires, sur cette action complémentaire? Donc le fait d'installer des panneaux photovoltaïques, vous en avez, vous, à Grasse? Oui, on en a sur certains bâtiments intercommunaux. Sur la communauté d'agglomération d'où je vous parle d'ailleurs, au siège de notre communauté d'agglomération qui fait 23 communes et 120 000 habitants, donc on a des panneaux photovoltaïques. On a des contraintes pour la pose de ces panneaux, notamment dans les secteurs sauvegardés. La ville de Grasse a un centre historique médiéval dans un secteur sauvegardé qui n'autorise pas la pose de panneaux photovoltaïques à l'intérieur du territoire. Après, à l'extérieur de ce centre historique, on a des fois des recherches d'équilibre économique sur des
stades de tennis couverts, sur des lieux qu'on veut rentabiliser avec des ressources complémentaires. On a ces réflexions en ce moment qui sont menées. Et de manière plus générale, alors Oui, de façon plus générale, on s'aperçoit qu'effectivement, et pas seulement qu'au sud de la France, hein, beaucoup de collectivités commencent à s'intéresser à cette production d'énergie qui est liée aussi à une rénovation, parce qu'on ne peut pas aussi, que ce soit sur des aspects historiques ou même des aspects techniques, on ne peut pas mettre des panneaux solaires un peu partout, voilà. Mais en même temps, on s'aperçoit que beaucoup de collectivités commencent à nous solliciter pour financer ou voir les solutions liées à cette production photovoltaïque, d'énergie photovoltaïque. Et donc, nous avons, il y a deux modes d'intervention financière pour ça. Soit on finance l'investissement si la collectivité prend en charge cet investissement, soit on peut être, nous, associés à des développeurs, hein, des spécialistes de ce sujet. Hein, donc on a des partenariats avec AQHaute Énergie qui montent ce genre de projet, hein, et qui, en définitive, louent les toits, hein, ou les ombrières de parking, et ensuite peuvent réinjecter soit en autoconsommation pour le maître d'ouvrage, soit en injection pure dans le réseau. Voilà. Et nous participons à ces projets. Voilà. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci à Arnaud qui est en régie. Et merci à tous pour vos questions. Nous allons nous arrêter là. Voyons ce que Florent a retenu de nos échanges. Faisons un tour du côté du dessin. Alors, on l'a aperçu tout à l'heure, en fait, pour Florent, l'école est un château. Absolument. Et on voit bien effectivement que préparer la transition énergétique, c'est maintenant qu'il faut le faire, et que l'inaction a un coût qui peut être très cher. Merci pour ce beau dessin, pour cette belle synthèse. Merci à tous. Pour en savoir plus sur la transition énergétique des bâtiments, allez voir la démo sur les tuiles solaires dans la Social Room, on en parlait à l'instant. Si vous voulez en savoir plus sur l'Intracting, je vous invite à écouter ou à réécouter l'interview d'Hubert sur la web radio de la Banque des Territoires, dont le lien est sur votre écran. Et bien entendu, rendez-vous sur le site, vous y trouverez tous les liens utiles vers la gamme d'offres complète de la Banque des Territoires. Et maintenant, place à un moment détente. Bonjour, 2 minutes 30 de respiration pour vous relaxer. La respiration est la clé de la gestion du stress et des émotions. C'est la seule fonction du corps qui régule les émotions. Cohérence cardiaque, c'est une façon particulière de respirer pour ralentir le rythme cardiaque. Commençons par une grande inspiration et on expire tout l'air et on reste en apnée. On va commencer maintenant les exercices de cohérence cardiaque. Donc c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration en continu, en pensant que vous respirez avec le cœur. Allez, on commence. On inspire. On expire. On inspire directement. On expire. On inspire. On expire. On inspire de l'oxygène. On expire du gaz carbonique. On inspire du positif. On expire du négatif. On inspire 5 secondes. On expire. On continue. On inspire. On expire. Vous voyez, en moins de 2 minutes, vous êtes déjà relax. Merci.